Place au grand angle de ce magazine. Le grand angle, c'est justement cet entretien avec l'invité. Et avec nous donc sur ce plateau, M. Amadou Salbré, le coordinateur de l'Union des associations contre le tabac. Monsieur Salbré, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, le monde entier a célébré le 31 mai dernier la journée de lutte contre le tabac au Burkina. Comment est-ce que ça s'est célébré, cette journée ? Alors, il faut dire que cette année, la célébration de la journée mondiale contre le tabac, au niveau de la société civile, nous avons mené beaucoup plus des actions bien avant la dite journée. En fait, on n'a pas attendu juste la date du 31 mai, mais on a organisé une série d'activités bien avant qui entrent en fait dans le cadre de la journée, de la célébration de cette journée. Mais la journée à proprement dite, nous avons de par le passé organisé un prix qu'on appelle prix Dr Jean-Étienne Kwanda et qui récompensait en fait les élèves et les établissements qui se sont illustrés dans la lutte contre le tabac. Mais cette année, nous avons fait une petite pause parce que nous sommes en train d'implémenter une approche qu'on appelle 3Z, qui est une approche également implémentée au niveau du ministère de l'Éducation. Et nous avons voulu nous adapter. En fait, 3Z, c'est 0 grossesse, 0 violence, 0 mariage d'enfants. En fait, c'est une approche pour faire en sorte que les espaces scolaires soient des espaces sûrs pour l'éducation, pour l'encadrement de l'enfant. Et nous voulons adopter cette approche. Donc on est en formation auprès de l'UNESCO pour la maîtriser, pour continuer l'édition, la deuxième édition l'année prochaine. Alors vous avez évoqué le prix Jean-Étienne Kwanda. Qui c'est et comment est-ce que ce prix est décerné ? Alors il faut dire que Dr Jean-Étienne Kwanda, j'allais dire feu Dr Jean-Étienne Kwanda, c'était l'ancien coordinateur de l'Union des associations contre le tabac. Paix à son âme, il est décédé en 2023 et nous avons célébré la première édition en 2025. On a fait le lancement en 2024 et donc la deuxième édition devrait se faire en 2026, mais avec l'approche 3R, nous l'avons reporté. Alors il a consacré toute sa vie à la lutte contre le tabac, depuis étudiant jusqu'à devenir docteur. Et nous avons pensé que la meilleure façon d'être reconnaissant, c'est aussi de perpétuer l'œuvre qu'il a commencée. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à Dr Jean-Étienne Kwanda. Alors le prix, il faut dire que nous invitons les établissements à motiver les élèves à participer avec des œuvres artistiques. Ça peut être des poèmes, ça peut être des slams, ça peut être des chansons. Et donc la première édition, nous avons récompensé une vingtaine d'établissements, mais beaucoup plus des élèves. Sauf que quand on a fait le bilan, on s'est rendu compte que c'est quelques poignées d'élèves au sein de l'établissement qui se sont engagés et donc qui comprennent, mais ce n'est pas tout l'établissement. Alors que notre option, notre vision, ce n'est pas juste quelques élèves, mais ça devrait être l'ensemble des élèves de l'établissement ou des établissements qui s'engagent dans la lutte. C'est ce qui a fait que nous avons préféré aller à la formation sur l'approche 3Z, maîtriser et pouvoir mener cette lutte en partenariat bien sûr avec le ministère en charge de l'éducation au sein des établissements pour que ça soit très efficace. Alors quel est l'état des lieux du tabagisme dans notre pays ? Alors l'état des lieux, on peut faire un point à deux niveaux. Il y a que côté politique, la lutte se mène très bien. Il y a pas mal de textes qui sont adoptés, donc il y a des décrets, il y a des arrêtés, et donc en tout cas à ce niveau, la lutte se mène très bien, il y a une très bonne volonté et on remercie déjà les autorités pour ça. Il y a du côté de la société civile, c'est aussi un combat de tous les jours. Donc il y a, comme vous l'avez annoncé, il y a plus d'une trentaine d'associations au sein de l'Union et chaque association mène les activités à son niveau. Ça peut être dans son quartier, ça peut être dans la région, ça peut être dans les établissements. Donc au niveau de la société civile également, il y a de la dynamique. C'est au niveau en fait des consommateurs, j'allais dire les fumeurs, que la lutte est âpre. Parce que comme je l'ai dit lors de mon passage précédent ici, c'était aussi d'inviter les fumeurs
qui savent déjà que ce n'est pas une bonne chose, parce que tous les fumeurs que nous avons rencontrés ont toujours dit que ce n'est pas vraiment une bonne chose. Ils se sont retrouvés là-dedans, c'est un piège, et qu'ils ne souhaiteraient pas que leur enfant rentre dans ça. Donc, on souhaite toujours que ces fumeurs-là s'engagent également dans la lutte. Ce n'est pas parce qu'on fume qu'on ne peut pas mener la lutte. Et déjà, en prenant des dispositions pour ne pas exposer la cigarette, pour ne pas exposer certains types de comportements. Voilà, donc je crois que c'est au niveau population qu'il y a encore beaucoup de travail, mais nous, au niveau de la société civile, on est tout vent debout, on est dans ce combat-là. Alors, vous avez parlé des textes qui ont été adoptés pour justement essayer de ralentir, sinon éradiquer ce principe de fumer, le tabagisme au Burkina. Qu'en est-il de l'application? Parce qu'on sait que beaucoup de textes ont été adoptés, mais l'application de ces textes 2 fois pose problème. Quelle est la situation? Oui, ça a toujours été le problème. Il y a des lois, il y a des décrets, il y a des arrêtés. C'est l'application qui est toujours un peu compliquée. Mais je pense qu'une des difficultés à ce niveau aussi, c'est la vulgarisation. Les textes sont adoptés ou écrits en langue française. Et il faudrait diffuser, il faut tout faire pour traduire ces textes-là en langue nationale et faire en sorte que la grande majorité de la population ait connaissance en fait du contenu de ces textes. Et à ce niveau, il y a encore quelques difficultés. Nous le faisons, mais on est limité aussi au niveau des moyens. Et je pense également qu'au niveau des médias, s'ils peuvent aider à traduire ces textes-là auprès de la population en langue locale, ça va être très intéressant. Je crois que si toute la population du Burkina avait connaissance du contenu de ces textes, je crois qu'on allait avoir un grand progrès. Malheureusement, c'est pas, la majorité n'a pas vraiment connaissance de ces contenus, donc ça rend un peu difficile l'appropriation de ces textes. Donc en résumé, c'est l'application, mais l'application, il y a la volonté et il faut maintenant que tout le monde s'implique pour traduire tous ces textes-là en langue locale, rendre accessible ces textes. Et je pense que si la grande majorité de la population a connaissance, la lutte va aller beaucoup plus de l'avant. Et justement, vous parlez de grande majorité de la population. Cela m'amène à vous poser la question de savoir quel est le profil des consommateurs. Est-ce le milieu urbain, le milieu rural qui est concerné? Parce que quand vous parlez de traduction des textes en langue, ça concerne beaucoup plus le milieu rural. Quel est le profil vraiment des consommateurs actuellement? Alors, il faut dire qu'il n'y a pas une étude par rapport à ça, donc ce sont des observations. Alors, quand j'effectue des déplacements en milieu rural, j'observe un peu les jeunes, la population de façon globale, bien sûr en lien avec la consommation du tabac, mais j'ai l'impression qu'en milieu rural, le phénomène est d'actualité. En fait, il y a les lieux... J'allais dire, il y a les sites d'orpaillage qui sont en fait des lieux très exposés. Il y a pratiquement les marchés un peu partout. Quand vous allez en milieu rural, les jeunes n'ont pas vraiment conscience ou connaissance que le tabac est un gros problème. C'est toujours l'effet de mode. Voilà. Donc ça fait que ce milieu est très actif. Bon, en milieu urbain, c'est aussi une réalité. Il faut aller dans les maquis, dans certains lieux pour le constater beaucoup plus. Mais en milieu urbain, il y a le phénomène de la cigarette électronique qui est en train de prendre de l'ampleur. Et le problème, c'est qu'il faut être un très grand observateur parce que ce sont des gadgets qui, parfois, on ne se rend pas compte que ce sont des produits de tabac. Donc, voici un peu ce que je peux peindre comme... situation du tabagisme dans la population. Alors, en termes de profil, est-ce que la gente féminine est beaucoup impliquée dans la consommation des cigarettes? Oui, je dirais qu'il y a une tendance, mais c'est beaucoup plus vers la chicha. En fait, c'est l'observation qu'on a fait. On s'est rendu compte que beaucoup de filles pensent que la chicha est un produit moins dangereux et que bon, il n'y a pas de problème en fait. Sinon, tabac conventionnel, il n'y en a pas beaucoup, peut-être dans certains milieux comme les maquis, peut-être. En tout cas, mais la tendance féminine, c'est là, au niveau de la chicha. Le tabagisme électronique, peut-être, mais je ne peux pas l'affirmer. Comme je l'ai dit, c'est un peu... discret. Il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études et on peut ne même pas se rendre compte parce que les jeunes peuvent fumer
le tabac électronique sans que vous ne vous rendiez compte que c'est du tabac qu'ils fument. Alors vous parlez justement de la jeunesse. Est-ce qu'elle est autant exposée actuellement à la consommation du tabac et de la nicotine? Oui, autant exposée. Que ce soit comme acteur ou comme victime? Oui. Autant exposé, je dirais oui, parce que déjà les fumeurs ne se cachent pas. Donc les fumeurs fument, j'allais dire, dans les milieux où les jeunes fréquentent. Donc du coup déjà les jeunes sont très exposés. Il y a également que le tabac électronique vise justement cette jeunesse avec tout ce qu'il y a comme publicité discrète, mais quand même publicité. Ça fait que nous avons une jeunesse qui est à la fois visuellement très exposée, mais qui veut aussi essayer ces gadgets-là. Donc, je peux dire que la jeunesse est très exposée. Alors, il y a la jeunesse active qui fume, qui consomme, et celle qui est passive, qui subit justement l'effet de ceux qui consomment. Est-ce que cette proportion est assez importante? Bon, je peux dire qu'avec le décret récent qui interdit le fumeur de fumer dans les lieux publics, je crois que ça a éteigné la situation. Sinon, avant, ils étaient aussi très exposés parce que dans les établissements, dans les espaces publics, il y avait beaucoup de fumeurs. Mais de plus en plus, il y en a moins. Beaucoup de fumeurs s'écartent pour fumer. Donc, je me dis qu'il y a de moins de jeunes fumés et exposés à la fumée. Ça, c'est évident. Par contre, la cigarette électronique, comme je l'ai dit, est la partie la plus délicate à ce niveau. Il faut une étude pour voir quel est le niveau d'exposition. Parce que ça se fait à des endroits où tu ne te rends pas compte. Des jeunes se regroupent, tu vas penser qu'ils sont en train de faire autre chose alors qu'ils fument. Donc je crois qu'il faut un travail pour cerner les contours de cette exposition de la jeunesse. Alors, dans le reportage, on a fait cas de centres d'information sur le tabac et vous avez eu à même dire que ce sont les parents généralement qui viennent pour se renseigner. Quel est le type d'information qu'ils recherchent et pourquoi, selon vous, ce sont des parents et pas ceux qui consomment si c'est les enfants? Alors, merci pour la question. Alors, la plupart des fumeurs que nous avons approchés, parce qu'on va vers eux, les fumeurs sont vraiment gênés quand on aborde la question de cigarettes. Donc, tous les fumeurs que nous avons approchés, comme je l'ai dit, ils sont conscients que c'est pas bon et généralement, quand tu les rappelles, ça les énerve. Donc, on évite au maximum. Et les fumeurs ne viennent pas d'eux-mêmes, je crois qu'ils ont beaucoup d'informations. Ils sont dans un piège, ils ne s'en sortent pas. Sinon, ils savent que c'est pas bien, que c'est dangereux. Voilà. Alors, les parents qui viennent à ce centre, je l'ai dit dans l'interview passée, ils viennent pratiquement en détresse. Tous les parents que nous avons reçus, on s'est rendu compte tout de suite que ce n'est plus pour avoir des informations sur la cigarette, les conséquences ou comment éviter, mais c'est plutôt comment sauver l'enfant. Et quand on pousse loin, on se rend compte qu'eux-mêmes, ils soupçonnent que l'enfant ne fume la drogue. Ça veut dire qu'il a dépassé le cap de la cigarette, ils sont dans la drogue. Donc, tous les parents qui sont venus à ce centre que nous avons mis en place, nous avons dû les orienter vers le centre de l'unité de sévrage, professeur Georges Ouédraogo, pour que les enfants soient pris en charge. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la tendance en termes d'approche quand les parents viennent vers nous, ce qui se présente comme réalité. Mais quel est le contenu des informations que vous leur donnez généralement ou des conseils que vous leur donnez? Bon, logiquement, ce centre est mis pour donner l'information et anticiper et non pour traiter. En fait, nous n'avons pas pour vocation de faire du sévrage. On n'a pas toutes les compétences. Donc, il y a une unité de sévrage. Le centre que nous avons mis en place, c'est pour donner l'information, c'est pour sensibiliser et c'est également pour alerter les parents, indiquer aux parents ou donner aux parents les indices, comment il faut s'y prendre pour suivre ou pour anticiper, pour éviter que ça ne soit trop tard. C'est ce que nous avons mis en place comme dispositif. Donc, quand tu viens, il y a un certain nombre de visuels que nous avons mis à l'intérieur de ce centre qui te donnent toutes les informations sur les conséquences du tabac. Ça donne également des informations sur la déviation sociale, parce que quand les jeunes fument, il y a quand même un peu de déviation. Donc, on donne vraiment toutes les informations aux parents pour qu'ils observent de très près les enfants, pour qu'ils fouillent les sacs, pour qu'ils dialoguent avec les enfants et ne pas rentrer vraiment en conflit, même s'ils se rendent compte qu'il y a une tendance, et de trouver les voies et moyens
pour créer une ambiance et ramener l'enfant dans la bonne direction. Voilà en fait ce que nous tentons de donner comme prestation aux parents qui viennent. Mais tous les parents qui sont venus, ils n'avaient pas ce temps. Il fallait d'abord sauver une situation d'urgence. Et est-ce que vous avez des méthodologies pour amener les parents à aller suivre les enfants, les conseiller pour qu'ils arrêtent la cigarette ou diminuer ou en tout cas qu'ils abandonnent carrément? Alors, aujourd'hui, quand un parent arrive, nous, avec la technologie qu'on a actuellement, vous avez les Android, vous avez l'intelligence artificielle. Les conseils qu'on a donnés à beaucoup de parents, c'est qu'ils ont l'information à portée de main. Il faut qu'ils prennent le temps d'aller vers l'information. Venir vers nous, c'est bien, mais il y a les distances, il y a même parfois les compétences, parce que les docteurs qui sont avec nous ne sont pas tout le temps présents, les sociologues ne sont pas tout le temps présents. Okay. Donc, on leur fait savoir que le téléphone qu'ils tiennent, il y a toujours une intelligence artificielle qui est intégrée, et s'ils rentrent en dialogue avec l'intelligence artificielle, ils vont avoir toutes les informations en lien avec les problèmes liés au tabac, et même des conseils pour arrêter de fumer, pour dialoguer avec les enfants. Il y a pratiquement tout. Donc vraiment, il ne faudrait pas que la démarche qu'on procure, qu'ils soient obligés de venir vers nous, mais ils doivent pouvoir trouver des solutions endogènes à leur niveau. Et je pense que le téléphone Android aujourd'hui, si les parents savent l'exploiter, ils peuvent vraiment résoudre beaucoup de questions. En tout cas, en lien avec le tabac, ils peuvent résoudre beaucoup de questions. Parce qu'ils vont avoir toutes les informations, ils pourront également avoir des méthodologies pour pouvoir accompagner leurs enfants à ne pas s'engager ou en tout cas à quitter la cigarette. Il en va même de ces consommateurs qui aussi ont des Android et qui peuvent justement consulter pour voir comment ça se passe. Exact. Je crois que c'est un allié très important aujourd'hui. Il y a peut-être 5 ans, 6 ans, il fallait peut-être aller dans les moteurs de recherche, ça fatigue, et si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu finis par te perdre. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous avez vraiment toute l'information à portée de main. Un petit effort, vous pouvez vraiment avoir en tout cas une base pour commencer, et ensuite maintenant aller continuer les échanges avec des professionnels, soit au niveau de l'unité de sévrage, soit au niveau de l'union des associations contre le tabac, ou soit au niveau d'autres acteurs bien sûr de la lutte. Alors, vous avez tantôt parlé des spécialistes qui sont au niveau du centre d'information. Quel est le profil des spécialistes généralement qui sont là-bas et qui reçoivent les parents ou en tout cas les consommateurs, les fumeurs qui veulent quand même se départir de cette pratique et aller recommencer une nouvelle vie? Alors, l'Union des associations, c'est une trentaine d'associations, mais ce sont des associations avec des profils divers. Donc, on a des docteurs, des médecins, on a des psychologues, on tente aussi de développer d'autres profils de fiscalistes, tout ce qui peut vraiment aider les parents à comprendre du point de vue économique, du point de vue sanitaire, du point de vue social. On essaye d'avoir toutes les compétences au sein de l'Union. La difficulté, c'est que ce sont des personnes de ressources qui sont à leur poste, et donc quand ils viennent, parfois le parent n'est pas disponible au moment où ils sont disponibles, ou parfois quand les parents sont là, ils ne sont pas disponibles. Donc c'est un peu la difficulté. Sinon on a pratiquement tous les profils et on les oriente. Une fois que les parents sont là, nous on les reçoit, on écoute, on essaie d'évaluer la situation et on les oriente toujours. Ou bien on prend rendez-vous avec nos personnes de ressources et ils se rencontrent soit au sein de ce centre, soit dans leurs structures respectives. Alors, vous avez parlé aussi de l'unité de sévrage. Georges Ouedraogo, qui est le docteur Georges Ouedraogo, professeur Georges Ouedraogo, et justement, l'unité est constituée de quoi? Alors, c'est un centre spécialisé dans le sévrage. En fait, ça s'adresse à tous ceux qui fument et qui ont des difficultés pour arrêter. Par eux-mêmes. Voilà, par eux-mêmes. Je crois que c'est la spécialisation de l'unité de sévrage comme ça. C'est pas... bien sûr, si vous n'avez pas fumé, si vous avez des enfants dans une situation délicate, si vous avez besoin d'informations, ils sont disponibles. Mais l'objectif premier, c'était d'accompagner tous les fumeurs qui souhaitent arrêter et qui ont des difficultés. Donc, ils ont des spécialistes au sein de cette unité, des pneumologues et d'autres, bien sûr, profils. Et dès que vous arrivez, on vous prend en charge du début à la fin, jusqu'à ce que vous arrêtez.
Donc il y a le sévrage tabagique, il y a des pâtes, il y a en fait pas mal de méthodes. Personnellement, je n'ai pas fait le tour des différents départements de l'unité, mais je sais qu'une fois que vous arrivez là-bas, on vous prend en charge du début jusqu'à la fin. Voilà, mais ce qu'on peut dire en amont, c'est que tous les fumeurs, sans la volonté, quel que soit ce qu'on va faire, ça va être difficile. Il faut d'abord de la volonté pour que tout le reste puisse s'accomplir. Alors, le professeur Georges Ouédraogo, qui c'est? Alors, comme son nom l'indique, c'est un professeur qui est dans le domaine de la santé. Je crois qu'il était pneumologue puisqu'il n'est plus. Okay. Il est décédé, il ne faut pas que je me trompe beaucoup, mais si je ne me trompe pas, en 2025, parce que nous avons fait le lancement ensemble, il était notre parrain. Et en 2025, l'année passée, il n'était pas là, mais il était toujours là, mais il n'a pas pu participer à notre première édition. Et donc, je pense qu'il est décédé en 2025. Mais si je me trompe, qu'on me pardonne, c'est pas ce que je vais dire. Alors, c'est une personne qui a donné toute sa vie à la lutte contre le tabac et bien sûr à toutes les maladies liées justement à ce phénomène-là. Okay. Alors, l'unité de sévrage qui est à votre niveau, le taux de fréquentation est-il satisfaisant? Alors, à notre niveau, c'est un centre d'information et d'aide à l'arrêt au tabac. En fait, c'est un centre d'information. Ce sont des associations qui se sont regroupées et qui se sont rendues compte que l'unité de sévrage s'occupe beaucoup plus des fumeurs. Mais tous ceux qui ne fument pas, tous les parents qui sont confrontés à cette situation et qui aimeraient avoir des informations, on a pensé qu'il fallait un centre qui donne l'information. Ce centre est au 1200, donc au siège de l'Union des associations contre le tabac, qui n'est pas loin de l'université Joseph Kizerbo, et c'est opérationnel tous les jours, bon, bien sûr sauf le dimanche. Et si vous arrivez, je suis beaucoup permanent, mais il y a également les personnes ressources qui viennent à tour de rôle. Alors, je l'ai dit, le taux de fréquentation, ce sont les parents. Je n'ai pas vraiment dénombré, mais la tendance, ce sont les... Voilà, on n'a pas fait de statistiques, mais la tendance, ce sont les parents. Mais ce centre, et donc l'union dans sa globalité, se déplace beaucoup plus vers les jeunes, vers les élèves. Donc on va dans les écoles, on va dans les universités, on va partout où on peut retrouver les jeunes pour faire de la sensibilisation. Donc je pense que c'est beaucoup plus l'action qu'on mène. Alors, malgré justement toutes ces dispositions qui sont mises pour lutter contre le tabagisme, les industries de tabac notamment développent des initiatives et je crois que l'OMS même a attiré l'attention des pays membres par rapport justement à ces initiatives développées. Quelle est la situation au Burkina Faso? Alors, au Burkina, il y a des industries qui fabriquent. La dernière fois, on me disait qu'il y en avait 7. Il faut que, comme je n'ai pas préparé le document, au cas où le chiffre n'est pas ça, il ne faudrait pas qu'on me tienne rigueur. Mais je crois qu'il y a 7 structures qui sont dans la promotion, vente, production du tabac au Burkina. La culture du tabac au Burkina est interdite, donc ça n'existe pas. Alors, il y a beaucoup qui importent. Et il y en a quelques industries qui fabriquent naturellement. Donc c'est une réalité. Le tabac est une réalité. L'importation, c'est quand même des milliards. C'est des milliards de bâtons de cigarettes qui sont importés. Et bien sûr des milliards de francs CFA. Donc en termes de réalité, sur la présence du tabac au Burkina, je peux dire qu'il y a 7 unités qui produisent ou qui importent du tabac. Et c'est quand même beaucoup de chiffres. Que ce soit en termes de bâtons ou en termes d'argent, c'est beaucoup de chiffres. Alors maintenant, au niveau des réseaux sociaux, vous avez tantôt parlé des réseaux sociaux qui peuvent être utilisés pour lutter contre le tabac ou adopter des méthodes pour abandonner, mais aussi il y a ces réseaux sociaux où il y a des images qui incitent à fumer. Alors comment est-ce qu'au niveau de votre structure, vous arrivez à contrecarrer ce principe-là? Oui, c'est extrêmement difficile parce que quand on dit réseaux sociaux, c'est très maous. Vous avez non seulement plusieurs, vous avez TikTok, Facebook, Instagram, vous en avez beaucoup. Et on est présent à tous les niveaux, mais la capacité de pouvoir ratisser large n'est pas aussi une simple affaire.
Il faut dire que nous faisons de la veille technologique. On essaye de tracer, de suivre un peu les différentes publications et on va démentir. On va tenter de faire des commentaires pour démystifier, pour justement donner la bonne information dès qu'on a l'information. Nous-mêmes, nous avons des initiatives en termes de production de capsules, de contenu, pour justement donner la bonne information, faire la promotion des textes. Donc il y a ces initiatives que nous avons en notre sein. Mais la veille technologique, c'est le travail qu'on fait tous les jours, mais c'est très très mahou, c'est un gros boulot. Je peux dire que c'est une des batailles qu'il faut davantage investir parce que ça touche pratiquement tous les jeunes, toutes les générations et à tous les niveaux. Alors vous avez tenté d'évoquer une nouvelle manière de consommer le tabac, la chicha. Un phénomène de mode. Beaucoup de jeunes pensent qu'ils ont même un terme qui s'appelle vapoter, je crois, que c'est un phénomène de mode. Quels sont les grands dangers par rapport à cela? En dehors du fait même de la cigarette, il y a le fait de se passer de bouche à bouche qui peuvent amener des problèmes. Oui, vapoter, ce sont des expressions que l'industrie du tabac a glissées pour justement détourner l'attention. Je crois qu'il y a certains pays même où ils font des compétitions de vapotage. Vous imaginez un peu la dangerosité de la situation. On fait une compétition de vapotage, c'est-à-dire qu'on entraîne des jeunes à fumer pour pouvoir justement projeter un peu des bulles de vapeur, de fumée. Voilà. Alors, la chicha, il faut dire qu'une partie de chicha équivaut pratiquement à un paquet de cigarettes fumées. Quand vous avez une partie de chicha qui semble être juste une petite partie, au bout de la partie, vous avez absorbé plus d'un paquet de cigarettes. Vous imaginez un peu, quand on voit les jeunes penser qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de santé, il n'y a pas de souci, ils se trompent beaucoup. Et en plus, justement, il y a la nicotine, il y a d'autres substances qu'on arrive à intégrer au niveau des produits de la chicha et qui font qu'en fait, dans ces parties de chicha, on ne sait même pas finalement c'est quoi les jeunes consomment. Et même parfois, ils ne savent même pas c'est quoi ils consomment exactement. Parce que ça dépasse vraiment le cadre du tabac, de la nicotine. Il y a d'autres produits, il y a d'autres substances qu'ils intègrent. Actuellement, la situation de la chicha au niveau du Burkina, est-ce que c'est assez grave? Déjà la chicha est accessible via les réseaux sociaux et c'est ça qui est grave. C'est grave parce que il y a la mairie qui lutte, en tout cas au niveau de la commune de Ouagadougou. Je sais que la mairie a pris des arrêtés pour lutter contre la vente, la distribution de la chicha, mais ça se vend toujours en cachette. Et comme on a une génération Android, les vendeurs également se sont déportés en fait sur les réseaux sociaux pour la commercialisation. Donc je vais peut-être pas donner les méthodologies parce que d'ici là qu'un esprit faible essaye de l'exploiter pour aller voir. Absolument. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a une lutte acharnée qui est engagée contre la chicha et contre les produits électroniques. Mais malheureusement, les vendeurs essayent de passer par les réseaux sociaux pour toujours vendre leurs produits. Donc, tous ces aspects-là, je pense qu'il faut une étude. On va peut-être inviter l'État, le gouvernement, à commanditer une étude pour se faire une idée de l'ampleur, que ce soit la présence de la cigarette électronique, la chicha, que ce soit la tendance, le mode, tout ça, je pense qu'il faut une étude pour qu'on ait des chiffres pour pouvoir adapter bien la lutte. Jusque-là, c'est des observations qu'on fait. Voilà ce que je peux dire. Alors, pour accentuer la lutte contre le tabagisme, le gouvernement a pris des mesures au nombre desquelles l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Selon vous, au constat, on n'a peut-être pas encore les statistiques, est-ce que la mesure a un effet sur la baisse du tabagisme? La baisse du tabagisme, je ne dirais pas que ça a un effet, parce qu'il faut encore une étude. Mais au moins, on constate de plus en plus que dans les lieux publics, il y a moins de fumeurs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne se déplacent pas hors de ces lieux pour fumer. Parce qu'auparavant, le fumeur ne se préoccupait pas de qui est à côté. Dès qu'il s'installe dans un bar, dans un maquis, dans n'importe quel lieu public, il allume sa cigarette et puis bon, à nous aller comme on l'a dit. Mais aujourd'hui, avec l'adoption de ces textes, ils savent que ça peut leur créer des soucis. Surtout les gérants, comme
la sanction également porte sur les gérants, et comme les gérants ne veulent pas perdre le tenancier de lieu de plaisance. Voilà, bien sûr. Et comme ils n'ont pas envie de perdre de l'argent, parce que l'amende va jusqu'à 200 000, dès que vous allumez votre cigarette dans ces lieux-là, généralement c'est le gérant qui attire votre attention, parce que si ça dégénère, celui qui fume a des problèmes, mais les gérants aussi a des problèmes. Je crois que ils sont là pour gagner de l'argent et non perdre. Donc, il y a cet effet qui est intéressant, qui fait que déjà un certain nombre de personnes s'impliquent dans la lutte. Maintenant, est-ce que ça a diminué dans les lieux publics? Oui. Mais les fumeurs, j'ai l'impression peut-être qu'ils se déplacent hors de ces lieux pour poursuivre justement la consommation. Alors, au regard de tout ce qui est entrepris par l'État, que ce soit au niveau des textes de loi, que ce soit des dispositions qui sont prises pour essayer d'éradiquer le tabagisme, est-ce que vous avez des propositions compte tenu des expériences que vous avez vécues sur le terrain, à l'échange avec les fumeurs, les consommateurs eux-mêmes et leurs parents? Oui, je l'ai dit tantôt, je crois qu'il faut tout faire pour traduire ces documents-là, ou du moins diffuser ces textes-là en langue nationale. C'est important qu'au niveau du gouvernement, au niveau des ministères, dès qu'ils adoptent des textes d'une certaine importance, parce que la lutte contre le tabac, c'est un gros problème de santé publique. Donc dès qu'il y a des mesures de ce genre, il ne faut pas seulement se limiter en France, il faut accompagner la société civile, accompagner le milieu de l'éducation, je parle des enseignants et tout, pour traduire justement, pour diffuser ces documents-là en langue nationale. Je crois que si les gens ont l'information, ça va aider beaucoup. Parce que là, quand on discute avec les fumeurs dans les quartiers, ils ont tendance à penser que c'est un deal. Beaucoup ont pensé que ces histoires les images sanitaires graphiques sur les paquets, ils n'y croient pas, parce que justement ils n'ont que ça, mais ils n'ont pas tout le contenu des textes. Donc s'ils ont vraiment tout le reste, je crois que ça va les aider. Beaucoup pensent que c'est des deals, ils n'y croient même pas, et leur comportement actuellement, c'est même d'acheter la cigarette, de jeter le paquet et d'avoir les bâtons dans leur poche, et ainsi de suite. Donc déjà la recommandation ou la sollicitation, c'est de diffuser au maximum ces textes et accompagner la société civile pour des campagnes de sensibilisation. C'est important, il faut aller dans les gares routières, il faut aller dans les maquis, il faut aller partout où il y a des regroupements. C'est vrai qu'il y en a qui sont un peu réticents, notamment les fumeurs, mais je crois que si on insiste, ça va donner. Côté texte, je crois qu'ils font de leur mieux. Ils font de leur mieux. Actuellement, notre espoir, c'est le paquet neutre. C'est d'arriver également à enlever tout le design latéral qui se trouve sur les paquets. C'est d'arriver à enlever tout ça pour que finalement le paquet ne donne pas envie en tout cas ne pousse pas la jeunesse n'incite pas la jeunesse au tabagisme. Donc c'est aussi une des mesures qu'on souhaite, que ça soit pris rapidement, et certainement d'autres mesures viendront. Et également au niveau des réseaux sociaux, je crois qu'à ce niveau également, il y a déjà une brigade qui surveille ce qui se passe. Donc tout ce qui peut être également comme atteinte à la santé publique, c'est-à-dire que tout ce qui peut compromettre la santé publique, comme le cas du tabac, ils peuvent intégrer ça dans leur mission pour voir comment justement à ce niveau-là, ils peuvent retirer ou en tout cas traquer ceux qui font la promotion de la cigarette. Alors, M. Salbré, est-ce que vous croyez qu'un jour, le gouvernement pourra prendre une mesure qui interdise purement et simplement la production et l'importation et la commercialisation du tabac? Oui et non. Oui et non, parce que dans les quartiers, auprès des jeunes, auprès de tous les consommateurs du tabac, ils vous diront, mais écoutez, votre histoire de lutte, ça ne tient pas. L'État devrait purement et simplement interdire la commercialisation, la fabrication, l'importation du tabac. Sauf que le tabac est un produit légal. Ce n'est pas un produit illégal, ce n'est pas un produit illicite. Si vous prenez la drogue, il y a une interdiction totale, et ceux qui se donnent à cette activité, c'est dans l'illégalité totale. Donc il faudrait réussir à déclasser le tabac des produits licites pour le mettre dans le lot des produits illicites. Or, le Burkina fait partie d'un tout.
Il faudrait que dans le monde entier... Et les lobbies sont forts dans ce sens. Voilà, il faudrait que dans le monde entier, tous les pays s'accordent à dire que le tabac est un produit illicite et qu'on enlève du lot des produits illicites. À partir de cet instant, oui, on peut interdire et la fabrication, et l'importation, et la consommation, et tout ce qu'on veut. Mais tant que ça va rester un produit licite, ça va être très difficile. C'est pourquoi j'ai dit oui et non. Alors, en attendant maintenant, quel peut être le rôle des familles et du système éducatif dans la lutte contre le tabac? Déjà, c'est vrai qu'au niveau des parents, ils vous fréquentent, votre centre d'information pour comprendre. Cela ne suffit peut-être pas. Est-ce qu'il y a, à votre niveau, des conseils ou des orientations qu'il faut donner aux familles et aux centres d'éducation qui reçoivent les jeunes dans tous les domaines pour essayer d'apporter votre contribution en matière d'abstention de fumer ou en tout cas de lutte contre le tabac? Oui, il y a, j'allais dire des conseils, parce que au niveau de la famille, le conseil qu'on donne, c'est d'être proche des enfants. C'est la base. Parce qu'en fait, la plupart des parents découvrent plus tard que leur enfant fume. Très tard. Voilà, très tard. Ça veut dire que parfois l'enfant a fumé pendant 5 ans, 6 ans, sinon plus, avant que les parents ne découvrent. Ça voudrait dire quelque part que la proximité n'a pas existé. Bon, aujourd'hui, les gens ont les télés, et dès qu'on rentre, tout le monde est braqué sur la télé, tout le monde regarde. Avec l'Internet et l'Android, pratiquement dans les familles, chacun est sur son téléphone. On ne dialogue pas, on ne discute pas. Je pense que parfois même... On ne s'intéresse même pas à la vie des enfants. C'est ça, on peut être tous en famille, à la maison, mais en réalité, on n'est pas ensemble. On est absent en réalité, on est même pire qu'absent, parce que c'est ça. Donc, le conseil que je donne vraiment aux familles, aux parents, c'est d'être proche, de discuter, de dialoguer et même d'aborder le sujet dans le sens d'anticiper, amener les enfants à prendre conscience que c'est un produit dangereux, c'est un produit qui va leur créer des problèmes à tous les niveaux plus tard. Je pense qu'une fois que les enfants intègrent tout ça, ils deviennent eux-mêmes les défenseurs. Ils deviennent eux-mêmes ceux qui s'engagent non seulement à ne pas fumer, même à aider d'autres. Mais si les enfants ne comprennent pas, ils tombent en fait dans ce phénomène-là par ignorance. Comme je l'ai dit, l'industrie recrute généralement à partir de 10 ans et c'est jusqu'à 17-18 ans. Et c'est une période de conflit. Les enfants commencent à se sentir un peu adultes. Les adultes, les parents ils veulent s'affirmer, les parents ne sont pas disposés à accepter cela, donc il y a un conflit et l'enfant pour prouver quand même que lui aussi il a grandi, il va adopter un certain nombre de comportements en fait qui sont des comportements de défi. Le fait de fumer, le fait de faire quelques acrobaties. La crise de l'adolescence, voilà, comme on le dit. La crise de l'adolescence, les acrobaties en pleine circulation et pas mal d'autres types de comportements. C'est parfois une volonté de se dire à soi-même d'abord que je ne suis pas aussi petit qu'on je ne suis plus enfant. Voilà. Malheureusement, dans le cas du tabac, une fois que vous démarrez pour en sortir, c'est très compliqué. C'est très difficile. Donc c'est pourquoi je dis les parents, soyez proches, dialoguez, communiquez, échangez. Et je crois que c'est à ce prix qu'on va sauver. Maintenant, si ça n'a pas marché, au moins on aurait fait ce qu'on peut. Mais ne rien faire de tout ça et être surpris de la situation, ça c'est pas du tout joli à voir. Alors, et au niveau du système éducatif, où les enfants passent beaucoup de leur temps en année scolaire? Oui, bon, je l'ai dit en introduction, il y a l'approche 3Z qu'ils sont en train d'implémenter que j'ai beaucoup apprécié. C'est pas seulement la question du tabac, c'est tous les autres thématiques à problème dans les milieux scolaires. Il y a les violences, il y a les questions de grossesse, voilà. Donc je crois que cette approche 3Z va aider. C'est une façon, ce n'est plus venir faire la sensibilisation au sein de l'école et partir, mais c'est impliquer les élèves, les enseignants, les parents, les partenaires. En fait, c'est un tout pour accompagner les élèves à réussir leur vie scolaire et à être dans des espaces sûrs, pas de violence. Et qui dit violence, c'est que parfois c'est la cigarette qui entraîne justement ces comportements. Et de la cigarette à la drogue, il n'y a qu'un seul pas. Voilà. C'est pourquoi je dis, il y a cette approche que j'apprécie et je vais vraiment souhaiter que ça soit une approche qui
qui sont adoptés à tous les niveaux. Bon, en dehors de ça, je pense que on va inviter les anciens, les responsables des établissements à apposer l'affiche de l'interdiction de fumer partout. Dans les classes, le corps du fumeur, il y a une affiche intitulée Le corps du fumeur qui indique les différents problèmes de santé auxquels on est confronté quand on fume. C'est bon de mettre tout ça dans les classes. Dans les transports publics. Dans les transports publics, un peu partout, pour que ce visuel-là parle aux jeunes. Parce que je crois que quand un jeune regarde ça et arrive à intérioriser ça de lui-même sans qu'on lui dise c'est pas bon, c'est plus efficace que parfois quand on lui dit ça c'est pas bon. Parce que dire à un enfant c'est pas bon, il a tendance à dire je vais voir pour qu'on dise c'est pas bon. Voilà. Alors que s'il voit ça et qu'il revient vers les parents pour dire on a mis ça papa, j'ai vu le corps du fumeur, on a dit il y a ça, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Dès que les parents peuvent sauter sur ça et expliquer, ça ne peut que renforcer. Donc au niveau de l'éducation, ils n'ont qu'à intensifier les affiches, les visuels qui vont aider les jeunes à prendre conscience des problèmes liés au tabac. Alors, M. Salbré, nous nous acheminons vers la fin de ce magazine. Quel est l'appel que vous avez à lancer à l'endroit de toute la communauté, y compris les autorités? Oui, toute la communauté, je commencerai par les fumeurs. Aujourd'hui, l'Union des associations contre le tabac souhaite avoir l'accompagnement des fumeurs. Ça veut dire quoi exactement? Parce que déjà, si les fumeurs adoptent un bon comportement, quand je dis un bon comportement ici, ne pas exposer les jeunes, c'est déjà participer à la lutte. Donc on les invite. Ceux qui ont réussi à arrêter, c'est bon qu'ils partagent leur expérience. Il y a les réseaux sociaux, dire comment ça a commencé, qu'est-ce qu'on a vécu et pourquoi on a arrêté. Et quels ont été les bénéfices de l'arrêt. Je crois qu'en donnant toutes ces informations, ça va aider. Mais si on ne partage pas toutes ces expériences, ils ne nous aident pas dans la tâche. Pour les parents, je pense que je l'ai déjà, c'est d'être proche des enfants, de dialoguer, de ne pas vraiment rentrer en conflit et aussi d'avoir les bons comportements. Parce que le plus souvent, ce sont les difficultés que les enfants rencontrent à la maison, en famille. C'est ça qui entraîne en fait ces déviations. Donc les conflits dans le couple, les bagarres, bon, il y a pas mal de choses qu'il faut tout faire pour éviter. Côté éducation, je l'ai dit, les enseignants, le ministère de l'Éducation, c'est d'intensifier les visuels sur les conséquences du tabac dans les classes, dans l'enceinte des établissements scolaires, un peu partout, et même d'introduire des modules sur cette thématique-là, notamment c'est quoi le tabac, les conséquences. Si on enseigne ça également depuis la maternelle, au primaire et au secondaire, je crois que ça va aider. Au gouvernement, on les encourage à continuer parce que, comme je l'ai dit, ces dernières années, il y a un réel engagement. On va les encourager à continuer dans ce sens parce que ça va dans le sens du combat que le Burkina mène actuellement. Voilà, et c'est sur ces mots que se referme ce magazine. Merci de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre magazine grand format avec d'autres invités et d'autres actualités, bien sûr.